Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Azur Politique, votre émission consacrée à la vie politique locale sur la Côte d'Azur. Et ce qui nous préoccupe ce soir, c'est le feu. Encore 4 incendies dans nos massifs azuréens le week-end dernier. Nice, Colomar, Tende, Saint-Auban, émission en partenariat avec Nice Matin, et Denis Caro est à mes côtés. Bonsoir Denis. Bonsoir Pauline. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Alors nos invités ce soir, Éric Pauget, bonsoir. Éric Pauget, vous êtes député Les Républicains de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes qui comprend notamment Antibes, Biot, Valoris pour ne citer que ces communes. René Diez, bonsoir. Vous êtes directeur départemental du SDIS 06, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Azur Politique, c'est parti. Quatre feux en un seul week-end, je vous le disais, des dizaines d'hectares parcourus par les flammes, des maisons évacuées, et puis un suspect interpellé, et encore une dizaine d'autres feux en l'espace de quelques jours. À la mi-mars, 60 hectares à Saint-Vallier, à Briançonnet. Je vous propose qu'on fasse un petit retour sur ce sinistre bilan avec Margot Sansano. Au moins 5 hectares de végétation partis en fumée. Pour venir à bout des flammes, 8 sapeurs-pompiers spécialisés et 6 agents de force des Alpes-Maritimes ont été héliportés à la tête du feu pour traiter les points chauds. Un feu fixé qui n'est pas encore totalement maîtrisé. C'est pour cette raison que les pompiers ne quittent pas encore les lieux. La surveillance reste élevée. Actuellement, il y a beaucoup de vent et il y a aussi beaucoup de sécheresse. Ça fait qu'on reste vraiment actif sur le feu pour pouvoir le surveiller afin d'éviter d'éventuelles reprises de celui-ci. Détruire chaque souche fumante, noyer chaque fumerole, Travail de sable. pour s'assurer que les flammes ne reprennent pas. Dans cette forêt escarpée sur les hauteurs de Nice, 10 hectares sont déjà partis en fumée en quelques heures. Une vingtaine d'hommes restent déployés pour continuer ce travail minutieux, noyer les feux souterrains qui peuvent durer plusieurs jours. La saison des incendies débute de plus en plus tôt chaque année et font redouter un été très tendu. On a en effet une sécheresse qui est très prononcée, des températures qui sont hautes pour la saison. Donc les feux, c'est une conséquence que je dirais quasiment logique de ces conditions météo qui sont un petit peu particulières. Voilà, René Diez, on est début avril et on dresse déjà un bilan digne d'une fin d'été, c'est ça? Oui, c'est un bilan qui est important, mais il y a une particularité, j'y reviendrai, mais il ressemble quand même déjà à celui de l'an dernier. Il ressemble déjà à celui de l'an dernier où nous avions 150 hectares au moment où je vous parle, on avait une quarantaine de feux de forêt, 47 exactement. Cette année, c'est 100 hectares et on a 43 départs de feu. La vraie particularité de cette année, c'est la simultanéité des feux. La vraie particularité, c'est celle-là, c'est samedi, 4 feux. Exactement 6, parce qu'on a d'autres départs de feu, mais on a 4 feux qui étaient significatifs. C'est ça qui est compliqué cette année, qui est particulier. Bien entendu, c'est de la sécheresse. La sécheresse, elle encourage l'éclosion des feux, elle encourage aussi la rapidité de propagation des feux. Alors Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des pompiers, Éric Brocardi est un azuréen. Il parle d'un climat anxiogène et il se demande si l'été 2023 sera un acte 2 de l'été dernier. Est-ce que, Éric Pauget, vous posez cette question? En tout cas, j'espère pas qu'on renouvelle ce qu'on a connu l'été dernier. Néanmoins, il faut être lucide. On assiste depuis quelques années, malheureusement, à une recrudescence de ces problèmes d'incendie qui, malheureusement, ont tendance à s'annualiser. On est là, début avril, on commence à en parler. Il y a 20 ans en arrière, c'était pas du tout le cas. Effectivement, l'évolution du climat est un facteur aggravant de ces problèmes climatiques. C'est malheureusement un constat, mais qui appelle aussi à des réponses de la sphère publique qui est en charge de ces problèmes d'incendie. Alors quoi par exemple? Qu'est-ce qui fait que cette année, on pourrait être mieux préparé que les années précédentes? Et je pose la question à l'homme politique et aux pompiers. Alors déjà, il faut savoir que dans les Alpes-Maritimes, on a la chance d'avoir un corps de sapeurs-pompiers d'une très grande qualité. Et je le dis en tant que parlementaire qui s'est chargé d'une mission sur la sécurité civile à l'échelle de l'ensemble du territoire. On a des pompiers professionnels et volontaires de qualité, en quantité, en qualité. Il y a eu des décisions politiques au cours des 20 dernières années très fortes pour nous doter des moyens d'intervention. Ça, il faut le savoir. Et dans l'absolu, le modèle azuréen, le modèle des Alpes-Maritimes devrait être celui que l'on devrait démultiplier sur l'ensemble du territoire. Donc on est plutôt bien protégé chez nous dans les Alpes-Maritimes. Quelle est la spécificité de ce modèle ? Alors, peut-être que le contrôleur général Diez pourra mieux répondre que moi, mais juste rapidement, il y a eu des volontés politiques très fortes de doter le SDIS 06 de moyens conséquents qui font aujourd'hui modèle à l'échelle du territoire national.
Oui, si je peux rebondir, la particularité, c'est que ce département a les moyens d'intervenir. Il y a une doctrine opérationnelle feu de forêt qui a été posée au niveau national. Quelle est notre manière de lutter contre les feux de forêt? Il a été convenu qu'il fallait intervenir rapidement et massivement. Donc c'est des moyens organisationnels. Pour intervenir rapidement et massivement, il nous faut des moyens. Et les moyens, nous, dans ce département, on a la chance d'avoir 3 hélicoptères bombardiers de tout l'été, dont 2 de capacité moyenne. Et on a aussi la chance de pouvoir mettre sur le terrain 200 sapeurs-pompiers. Tout ça, on est à 3,5 millions d'euros par an. Voilà, tous les départements ne peuvent pas le faire. Je citerai notre département voisin, notamment le 04. La doctrine, elle est française, ils la connaissent comme nous. Et pour la mettre en place, il faut des moyens. On a la volonté politique et la volonté aussi du corps du préfet du département de mettre des moyens importants sur ce département. Mais, excusez-moi, malgré ces moyens, à tout moment, l'affaire peut nous échapper. On n'est pas à l'abri d'un méga-feu, comme on dit. Il y a les moyens, il y a la guerre du feu, il y a aussi la prévention, qui est un volet extrêmement important et sur lequel vous mettez l'accent. De quelle manière ? Vous faites bien de le dire, parce que les feux, c'est l'affaire de tous et surtout l'affaire de chacun. Les feux, 90% d'origine humaine. Alors effectivement, faire de la prévention, comme vous le dites, c'est déjà les obligations légales de débroussaillement. Si les maisons sont débroussaillées, nous, ça mobilisera moins de moyens pour aller protéger la maison, puisqu'on sait qu'elle est déjà protégée. Et ensuite, c'est l'acculturation au risque feu de forêt. Il faut former les gens, il faut leur expliquer. Un feu de forêt, c'est comme ça, vous avez des habitants en forêt, vous devez vous protéger, vous confiner, pas évacuer. C'est toute cette acculturation qui me semble importante à faire savoir. Je voudrais qu'on reste sur le débroussaillement, justement. Éric Pogé, une proposition de loi a été adoptée mardi par le Sénat, justement à ce sujet. Un texte porté, entre autres, par le sénateur du Var, Jean Bachy. Ce texte sanctionne plus durement ceux qui ne débroussaillent pas, c'est ça l'idée ? Je crois que ce qui est très important, c'est qu'on intègre auprès de nos concitoyens la culture du risque. Je pense que nos concitoyens doivent devenir des acteurs aussi de leur sécurité. C'est très important. Parce que nous, dans le département des Alpes-Maritimes, la volonté politique y est, les moyens y sont. Mais il faut renforcer ce dernier chaînon manquant du citoyen acteur de sa propre sécurité. Je pense en termes de prévention, de sensibilisation de nos enfants et des populations à ces risques climatiques, que ce soit incendie ou inondation par exemple. D'ailleurs, la proposition de loi qui a été votée au Sénat intègre une journée de sensibilisation. Moi, je suis très partisan de développer ce qu'on appelle les comités communaux de feux de forêt. Il y en a déjà un certain nombre dans nos communes, dans les Alpes-Maritimes. Ce sont des citoyens qui se rassemblent dans leur commune, dans leur village, sous l'égide de la mairie, en coordination avec les pompiers, et qui ont une vocation de surveillance, de prévenir des incendies, d'informer les pompiers sur les lieux d'intervention, voir s'ils sont formés, s'ils ont les moyens d'être les primo-intervenants. Cette culture du risque doit devenir un élément majeur de la lutte contre les incendies dans l'avenir. Et bien sûr, il y a l'aspect débroussaillement, meilleure prise en compte de tout ce qui est débroussaillage. Les sénateurs ont fait des propositions. Je pense qu'il faut plus de contrôle, peut-être plus de sanctions aussi si c'est pas respecté. Et que les maires fassent plus appliquer aussi ? Contrôle par les élus locaux, par les mairies, des obligations de débroussaillement, mais aussi il faut la sanction qui va avec. Je voudrais qu'on rappelle quand même quelque chose qui est important. 90% des incendies dans notre pays sont issus du facteur humain. Je ne dis pas qu'ils sont tous criminels, ils sont issus du facteur humain, c'est-à-dire une entreprise, une négligence. 90%. Et 10% des 300 000 incendies qu'il y a à peu près dans notre pays, 10% sont, eux, d'origine criminelle. 30 000 feux en moyenne par an qui sont d'origine criminelle. Quand on connaît les risques potentiels en termes de vie humaine, de sapeurs-pompiers qui interviennent, de protection des biens, ça doit nous interpeller et ça doit aussi appeler une réponse plus ferme sur les criminels et sur les pyromanes. Cette culture du risque, René Diès, est-ce qu'elle est assez développée auprès de nos concitoyens ? Nous, le SDIS, on fait pas mal d'actions. On fait pas mal d'actions au niveau des collèges, au niveau des écoles. Mais c'est pas suffisant. Je crois que ce qui est évoqué par monsieur le député, cette utilisation des comités communaux feux de forêt qui font de l'information. Je crois que c'est un instrument qu'il faut véritablement développer dans ce département. Et je sais que c'est en cours de développement. Mais c'est vraiment un moyen d'acculturer les gens au risque. Est-ce qu'on peut rappeler ensemble en quelques mots les gestes à éviter quand on est dans la nature, ces gestes de prévention à l'adresse de ceux qui nous regardent? Bon, déjà, des gestes tout bêtes, un mégot de cigarette, ce que tout le monde sait, mais après il y a des erreurs humaines du style je vais utiliser un outil agricole.
dirais comme une disqueuse. C'est le feu qu'on a connu récemment sur Castagnier. Non, c'est sur Carros. On utilise une disqueuse, on met le feu. C'est encore ce week-end, on fait un écobuage, on pense l'avoir éteint, il est mal éteint. On va promener en forêt avec une moto qui peut prendre feu. Combien de fois des maisons, des voitures mettent le feu à la forêt sur les autoroutes. Mais là encore, c'est pas des pistes. Mais oui, c'est souvent tous ces facteurs-là, au moyen de présence humaine en forêt. Au moyen de départ de feu, 90%. Alors, il y a le facteur humain et il y a le facteur aggravant qui s'appelle la sécheresse et qui est dû évidemment au changement climatique. Vous qui êtes sur le terrain depuis de nombreuses années dans les Alpes-Maritimes, vous les observez, ces effets-là du changement climatique sur les massifs? Sur la végétation, oui. Vous les voyez? Elle est plus sèche, elle est de plus en plus sèche et de plus en plus tôt. On est là-dessus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pour l'instant, au niveau des moyens incendies, l'eau d'extinction que nous utilisons, c'est de l'eau qui provient des poteaux d'incendie et des citernes qu'on met en place. Très peu sur les plans d'eau naturels. Et jusqu'à présent, ce qu'on a mis en place, c'est un outil de surveillance de ces points d'eau à vérifier qu'il y ait toujours de l'eau en eau. Jusqu'à présent, tous ces points d'eau sont armés en eau. Mais on a décidé de les surveiller de manière qu'on ait la confirmation que de l'eau existe dans ces points d'eau artificiels. Éric Pogé, la sécheresse et les incendies, c'est deux facteurs qui sont étroitement liés. Totalement, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, dans les Alpes-Maritimes, on est plutôt bien armés, parce que on est un département du Sud qui a connu dans le passé des problèmes de sécheresse et des problèmes d'incendie, donc on a eu le temps de s'expérimenter et d'avoir une réponse à la hauteur. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que c'est permanent. C'est l'annualisation. C'est plus exceptionnel. On parle souvent, en termes de saison touristique, d'annualisation de la saison touristique. Malheureusement, on s'aperçoit que sur ce type d'événements, notamment les incendies, on peut aussi parler d'annualisation. On est début avril et on parle de feux qui ont eu lieu au mois de mars. Du printemps, l'automne. Forcément, juin, septembre, c'est le moment le plus critique, mais on ne peut plus faire comme si les autres mois de l'année, il ne se passait rien. Je reviens sur la gestion de l'eau, parce que c'est très important, et vous savez qu'on est aussi en période de sécheresse avec des restrictions d'eau. Peut-être que, puisqu'on parle beaucoup de recycler l'eau des usines de traitement, des usines d'assainissement d'eau. C'est le cas Antibes d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle, parce que je suis député d'Antibes et que Jean Leonetti a été le premier dès l'été dernier à vouloir aller dans ce sens-là. Mais peut-être que l'eau des usines d'assainissement pourrait être stockée en vue d'avoir des réserves pour éteindre des incendies pendant la période estivale. Voilà des propositions concrètes, c'est une pragmatiques. Proposition que vous pourriez faire Totalement, puisqu'on est en parallèle avec des problèmes de restriction d'eau. Pour éteindre des incendies, il faut de l'eau, on a des problèmes d'eau. Peut-être soyons un petit peu plus intelligents dans la gestion de notre eau actuellement. En comportement à éviter, puisqu'on on était sur les gestes à ne pas faire quand on est en massif, est-ce que, selon vous, il faut être encore plus dur avec les promeneurs, avec les randonneurs, avec les gens qui fréquentent nos massifs ou qui y vivent, quitte à parfois se dire on interdit l'accès? Alors ça arrive, c'est éphémère, c'est une journée. Ça a été fait l'année dernière à Biot. Biot, on a eu des départs d'incendies criminels. Le maire de Biot a très rapidement pris des interdictions d'accès à ces massifs forestiers sur la commune de Biot. Et je pense que c'est très important. Et on va malheureusement aller de plus en plus dans ce sens-là. Ouais, pas juste épisodiquement, on peut se dire, on peut faire ça pendant une semaine, 2 semaines, et pas juste parce qu'il y a du vent. En tout cas, dans les mesures que nous préconisons auprès du préfet, et on est chaque fois suivi par monsieur le préfet, et systématiquement, on préconise largement cette mesure de dire on ferme un massif. Vous êtes entendu sur cette position à chaque fois? Oui, puisque par exemple le conseil départemental qui gère les parcs départementaux qu'on connaît tous sont fermés lorsqu'on est dans les périodes de zones dites rouges, de zones à risque. Moi je suis aussi favorable à ce qu'on sanctionne beaucoup plus les jets de mégots. Les jets de mégots aujourd'hui c'est 135 €, c'est difficile, mais il faut qu'on ait des sanctions beaucoup plus dissuasives. Combien par exemple? Aujourd'hui c'est 135 €. Moi j'avais fait une proposition de le passer à une amende de 5e catégorie, c'est-à-dire 1500 € pour que c'est un effet dissuasif, parce que lorsqu'on est dans un massif forestier en période de risque, zone rouge, et que ce massif est interdit, quelqu'un qui jette un mégot, il fait clairement un acte qui peut avoir des conséquences très lourdes. Donc il faut qu'on envoie un message à la population en disant « attention ». Et ça peut avoir des conséquences lourdes et graves, et donc il faut sanctionner de manière très forte. Et ça veut dire lourdes et graves sur la population, ça a été dit, mais aussi sur les sapeurs-pompiers qui interviennent. Vous savez, intervenir sur un feu de forêt, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est combien de blessés chaque année parmi les sapeurs-pompiers? Nous, jusqu'à présent, sur les feux de forêt, on a eu la chance de ne pas avoir de blessés graves, mais chaque année, en blessés, ça dépend de l'activité de la saison, mais regardez, sur le dernier feu, on a fait 4 blessés. Sur le feu de Colomar, on a eu 4 blessés légers, mais c'est 4 blessés.
Je vous propose qu'on parle à présent des moyens qui sont accordés aux SDIS dans les Alpes-Maritimes. C'est très courant. À chaque incendie, les pompiers du Var ou des Bouches-du-Rhône viennent prêter main forte. Et inversement, les pompiers azuréens viennent prêter main forte à nos voisins. Est-ce que cela traduit un manque d'effectifs permanent du côté des pompiers ? Non, pas du tout. C'est une doctrine habituelle, ça a été posé, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Nous allons souvent chez des collègues, vous l'avez dit, eux viennent souvent chez nous, et heureusement que c'est comme ça. Heureusement c'est comme ça. Non, c'est de la pratique normale. Là, ils sont venus une fois, on a eu une unité d'intervention de la sécurité civile qui sont venus sur les week-ends du 9 et 10 mars. Et sur le week-end dernier, on a nos collègues varois, nos collègues des Bouches-du-Rhône sont venus nous aider. L'an dernier, nous sommes allés 33 fois à l'extérieur pour aider nos collègues aussi. Non, ça fait partie de la mutualisation de moyens publics dans ce genre de catastrophe, et c'est bien, et il faut l'encourager. Moi, dans le rapport que j'avais formulé l'année dernière, je préconisais qu'il y ait des regroupements interdépartementaux ou inter-SDIS, par exemple, pour avoir des bases d'hélicoptères, puisque nous, on a la chance d'en avoir une à demeure de juin à septembre dans les Alpes-Maritimes. Un certain nombre de départements en France, malheureusement, qui sont soumis à ces risques incendies, n'ont pas de moyens héliportés. Et ça renvoie à des problèmes de coûts, attention, j'en suis totalement conscient, mais on pourrait envisager que 2 ou 3 départements proches, 2 ou 3 SDIS qui travaillent ensemble, se mutualisent pour avoir une base hélicoptère permanente de juin à septembre, comme on a nous dans les Alpes-Maritimes. Donc oui, il faut encourager ces mutualisations. Alors justement, de moyens, excusez-moi, parce que je voudrais quand même souligner, évoquer nos collègues de Force 06. Voilà, là, c'est encore une particularité du département, qui est portée par le département. Voilà, là aussi, c'est une aide très précieuse pour nous, et on en bénéficie. On a des hélicos, on a des moyens en permanence, et on a aussi Force 06 que tout le département n'ont pas. 170 agents, les forestiers sapeurs, qui dépendent du département, qui entretiennent les pistes, qui entretiennent les forêts, et qui sont aussi des vigies sur le terrain. Je pense que c'est très important, et ça contribue aussi à cette chaîne d'intervention qu'on a dans les Alpes-Maritimes. Ils ont aussi des moyens de secours, des moyens d'incendie. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous préciser les moyens matériels dont vous disposez au SDIS 06 ? Oui, on a déjà, en matière de feux de forêt, on a essentiellement ces moyens aériens propres au département. On ne dépend pas des moyens aériens nationaux, même s'ils viennent en renfort, bien sûr. On a cette particularité. 3, tous les jours, ce que je vous l'ai dit aussi. Après, on a ce qu'on appelle les camions citernes de feux de forêt qui sont très importants aussi, puisqu'on a je crois qu'on est à 160 véhicules incendies. Voilà, on a les moyens, quand on se compare, on est très très bien dimensionnés. Après, on cherche à développer d'autres outils. Et ces moyens nationaux, aériens nationaux, Éric Pogé, est-ce qu'ils sont encore sous-dimensionnés ? Oui. D'ailleurs, l'exécutif en a conscience, puisque la dernière LOPMI, ce qu'on appelait la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, prévoit d'augmenter les crédits de la sécurité civile. Il y a clairement un déficit d'avions et d'hélicos. On l'a fait remonter. Ils ont prévu de corriger le tir. Ça va se faire sur plusieurs années. Mais oui, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, et au vu de ces événements climatiques et de cette annualisation de ces incendies un peu partout sur le territoire, parce qu'il y a 2 éléments. Il y a l'annualisation, on est beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard, mais il y a aussi le fait que c'est plus que le sud qui est concerné. Regardez l'été dernier, la Gironde, Lyon, le nord de la France, l'ensemble du territoire national est concerné, et l'ensemble du territoire n'est pas doté de moyens comme on a nous dans les Alpes-Maritimes et de notre expérience. Donc l'État en prend conscience et a prévu de mettre des crédits et des moyens là-dessus. Éric Pogé, vous êtes un député qui est très actif, très concerné par cette question et par le SDIS de manière générale. D'ailleurs, un texte a été voté en début d'année dans le cadre de la loi de finances 2023. Il va dans le sens de vos propositions. C'est une exonération pérenne de taxes sur les émissions de dioxyde de carbone en la faveur des services de lutte contre les incendies. Concrètement, plus de taxes sur les véhicules pompiers. Ça représente une grosse économie, c'est ça ? La fiscalité qui pèse sur les SDIS, c'est-à-dire sur les corps des sapeurs-pompiers, est un élément de frein de nos moyens de lutte. Je vais vous donner 2 exemples. Ce qu'on a appelé le malus écologique. L'État avait prévu de taxer les véhicules polluants en France, le malus écologique, donc qui fonctionne au diesel, et n'avait pas sorti les véhicules des pompiers. Comment voulez-vous faire fonctionner à l'électricité un camion de pompier ? Vous trouviez ça aberrant, René Dias ? Ah oui, c'est une revendication très ancienne des sapeurs-pompiers. Alors, ça y est, ça a évolué, ils ont pris conscience qu'il faut le supprimer. Deuxième élément, ce qu'on appelle la TICPE, la taxe intérieure sur les carburants, que ne paye pas l'armée, que ne paye pas un certain nombre de professions réglementées, je pense notamment aux pêcheurs professionnels. Elle est payée par les SDIS. Dans le SDIS 06, je m'étais fait sortir les chiffres, monsieur le contrôleur général, c'est 600 000 € par an. 600 000 €, vous achetez un camion chaque année de taxes qui sont payées par les SDIS et qui contraignent notre développement. Donc ces éléments de fiscalité, ils doivent faire preuve un petit peu de bon sens.
Et quand l'État, qui je rappelle a la mission régalienne d'assurer la sécurité des biens et des personnes, quelque part délègue sur le territoire, et c'est une bonne chose puisqu'on bénéficie de l'expérience et de gens professionnels, il faut que la fiscalité suive et accompagne plutôt que de freiner et d'empêcher le développement. René Dias, les pompiers, ce sont des professionnels, ce sont aussi des volontaires. Est-ce que ça doit évoluer et éventuellement dans quel sens ? Moi je vous dirais, il faut surtout que ça n'évolue pas. Il faut que ce modèle de sécurité civile à la française continue d'exister. Cette complémentarité entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires, c'est ce qui fait notre force. Et est-ce que ça attire encore ? Oui, ça attire encore, même si on a des difficultés, comme c'était moins qu'avant, mais on arrive encore à attirer du monde et des pompiers volontaires pour venir nous aider. Vous savez, on est la seule force. Nous, on ne travaille pas sur rendez-vous. Beaucoup de forces, tiens, on va avoir un événement, on va se programmer, on va se dimensionner par rapport à un événement. Nous, on est capable, dans les 2 heures, de sortir sans bonhomme. C'est pas grave, parce qu'on soit meilleur que les autres, c'est qu'on a un modèle qui nous permet de le faire. Mais ce modèle, il repose sur la bonne volonté, la motivation, la vocation. Elle y est toujours, cette vocation, dans les Alpes-Maritimes ? Ouais. Déjà, pour devenir pompier professionnel, je peux vous dire qu'elle existe. Quand on voit le nombre de candidats que nous avons, elle existe, elle est importante. Et on arrive encore à avoir un bon niveau de sapeur, un bon niveau de motivation chez nos pompiers volontaires. Ça s'entretient, ça se motive aussi. On essaie de leur donner de beaux outils, de belles casernes, de beaux véhicules. Ça, les pompiers volontaires, il ne faut pas les acheter, il faut les valoriser. Un élément important qui a été voté dans le cadre de ce texte du Sénat qui arrive chez nous, c'est enfin l'exonération et l'allègement des charges pour les employeurs des pompiers volontaires. Parce qu'un employeur, une entreprise qui a dans ses effectifs un agent qui souhaite être pompier volontaire, il paye ses charges sur son salarié. Aujourd'hui, grâce au texte du Sénat et qui arrive chez nous à l'Assemblée là, rapidement, il va y avoir des exonérations de charges, c'est-à-dire qu'on va aider les employeurs et on va rendre attractif cet élément. Parce que ça a un coût aussi pour l'entreprise de libérer son agent. Et on a bien vu l'été dernier que le ministère a demandé aux entreprises de faire un effort dans le fait de libérer ces pompiers volontaires. Le modèle du volontariat en France, c'est une pépite qu'il faut préserver. Nous, je reviens toujours aux Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, on a un modèle qui est assez équilibré entre un corps professionnel important et des volontaires. Mais ailleurs en France, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, il y a des départements qui ne fonctionnent qu'avec des volontaires. Merci.